Le chat est un animal que l'on croit docile et doux comme une peluche, mais au fond, c'est un vrai petit fauve. Il partage près de 96% du patrimoine génétique du tigre. Et il a les mêmes instincts que ses cousins de la grande famille des félins. C'est à se demander pourquoi ce redoutable chasseur a un jour abandonné la vie sauvage pour le confort de nos maisons. Que reste-t-il exactement de ses farouches origines? Voici la transformation d'un super prédateur en docile animal de compagnie. Voici un animal hors norme, le félin le plus rare et le plus étonnant de la planète. Ce qui est fou avec ce lynx, c'est qu'il est très différent des autres. Du plus gros au plus petit, il possède une panoplie de super pouvoirs qu'il partage avec le chat. Voici un super félin, celui pour qui rien n'est impossible. Les chats adorent se réchauffer devant un bon feu de cheminée. Comme ils ont moins de récepteurs de chaleur que l'homme, ils tolèrent mieux les hautes températures. La chaleur commence à nous incommoder dès 40 degrés, tandis que notre animal de compagnie préféré ne ressent aucune gêne avant 50 degrés. C'est pour cette raison qu'il se prélasse si près des flammes. Les félins aiment avoir bien chaud, mais certains sont mieux équipés que d'autres pour supporter le froid. Les montagnes rocheuses en Amérique du Nord. L'hiver, les températures sont glaciales. Pas une cheminée à l'horizon, et pourtant un félin a élu domicile dans ce paysage enneigé. Le lynx du Canada. À peu près 2 fois plus gros qu'un chat, il est doté d'une épaisse fourrure et de longues pattes arrière très musclées. On pense que les petites touffes de poils noirs qui ornent ses oreilles servent à canaliser les sons jusqu'à ses tympans. Voici Rocco et Raspi, 2 jeunes lynx élevés au biberon mais dont le comportement reste résolument farouche. Heather Keepers les a recueillis alors qu'ils étaient tout petits. Rocco adore jouer à la chasse. J'utilise un morceau de cuir de cerf attaché au bout d'une ficelle et je le fais jouer au chat et à la souris. Je suis sa maman adoptive. Je m'occupe de lui depuis qu'il a environ 2 semaines. Il a atteint la moitié de sa taille définitive et il devra encore prendre 7 à 9 kilos avant d'atteindre son poids d'adulte. Pour l'instant, c'est encore un jeune lynx. C'est bien. Sans des vêtements adaptés, un homme mourrait vite d'hypothermie dans cette neige.
Une caméra thermique permet de voir comment l'équipement Dazer la protège du froid. Les zones blanches indiquent les endroits où la chaleur s'échappe. J'ai plusieurs couches de vêtements pour m'isoler du froid. Je viens de retirer mes gants, qui sont très épais, mais j'ai aussi 2 paires de chaussettes, des après-ski imperméables, un bonnet pour avoir bien chaud à la tête, et malgré tout ça, j'ai encore froid. La fourrure de Rocco est si dense qu'il ne perd de la chaleur qu'au niveau des yeux et des oreilles. Autour de son cou, une grosse collerette de poils protège sa tête du froid. La forme particulière de ses pattes lui permet de se déplacer facilement, même dans la poudreuse. Ses pattes font office de raquettes pour se déplacer dans la neige. Elles sont très larges et plates à leur extrémité, comme des spatules. Grâce à elles, il peut marcher sur la poudreuse sans trop s'enfoncer. Le lynx du Canada peut ainsi parcourir plus d'une quinzaine de kilomètres par jour au milieu de la neige. Sa proie favorite possède elle aussi des membres postérieurs démesurés. Le lièvre d'Amérique. Pendant l'hiver, il constitue plus des 3/4 du régime alimentaire du lynx. Pourtant, il est vraiment difficile à attraper. Il est capable de se propulser sur la neige à presque 50 km à l'heure. Au fil de son évolution, le lynx du Canada s'est mis à ressembler au lièvre qu'il traquait. Ce qui est fou avec ce lynx, c'est qu'il est très différent des autres. Ses pattes arrière sont plus longues que ses membres antérieurs. Son squelette ressemble étonnamment à celui du lièvre. Les seules véritables différences, ce sont la forme de sa tête et le bout de ses pattes. C'est vraiment surprenant. Avec ses puissantes pattes postérieures et ses après-ski naturels, le félin se déplace dans la neige à la manière du lièvre qu'il pourchasse. Cette fois-ci, sa proie lui échappe. Le jeune Rocco a encore beaucoup à apprendre. Le lynx du Canada n'est pas le seul félin qui s'épanouisse dans le froid. Un de ses cousins a établi son domaine dans la toundra gelée du nord de la Russie. Le tigre de Sibérie, le plus grand fauve du monde. Les plus gros spécimens dépassent les 300 kilos. Grâce à sa large carrure, il perd peu de chaleur corporelle. Même dans le froid le plus glacial. Son ventre est recouvert d'une épaisse couche de graisse. Il est si bien isolé du froid que parfois il doit se coucher dans la neige pour réguler sa température. Nous quittons les forêts glacées de Sibérie pour rejoindre le confort urbain de nos banlieues.
Le chat est lui aussi naturellement protégé du froid. Plus épaisse pendant l'hiver, sa fourrure maintient sa température interne entre 38 et 39 degrés. Comme le lynx du Canada, c'est au niveau de ses yeux et de ses oreilles qu'il perd le plus de chaleur. Le chat partage un autre point commun avec ses cousins sauvages. Il aime prendre de la hauteur. Le toit des maisons constitue un bon perchoir pour surveiller son territoire et repérer une éventuelle menace. Mais certains félins ont choisi d'aller encore plus haut. Ils se sont installés sur le toit du monde. L'Himalaya. Les plus hauts sommets de la planète y culminent à plus de 8000 mètres d'altitude. Jusqu'à récemment, on pensait que la panthère des neiges était le seul félin capable de vivre si haut. Grâce à de puissants poumons, elle survit dans une atmosphère pauvre en oxygène. Son museau très large lui permet de réchauffer l'air glacial qu'elle inspire. La panthère des neiges est une espèce en danger. Sa population a chuté ces 20 dernières années à cause du braconnage et de la diminution du nombre de ses proies. À l'heure actuelle, on estime qu'il en reste entre 4000 et 6500 spécimens dans la nature. Cependant, ces chiffres sont pratiquement impossibles à vérifier, car le territoire de la panthère est très difficile d'accès. Au Népal, une équipe de chercheurs installe des caméras à plus de 4000 mètres d'altitude pour observer cet animal discret. On a rarement étudié la panthère des neiges à une telle hauteur. Les caméras enregistrent des images précieuses de la vie intime de ces félins. Elles filment par exemple une mère et sa progéniture, preuve que la panthère est capable de se reproduire à cette altitude. Pour le biologiste Ganga Ramregne, c'est une découverte essentielle. C'est la première fois qu'on réussit à filmer une panthère et ses petits. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Une espèce de gros chat avec des airs de Garfield fait son apparition dans le champ. Il déambulait devant l'objectif. Il s'est mis à se rouler par terre. S'agit-il d'une jeune panthère des neiges ou d'une espèce de félin jusqu'alors inconnu au Népal? Le biologiste Tashi Ghale est perplexe. Au début, je ne savais pas du tout si c'était une panthère ou un autre animal. Alors j'ai diffusé sa photo sur Internet. Quand j'ai vu la photo, ça m'a fait un choc. Je n'en ai pas dormi de la nuit.
Le jour même, des collègues l'ont identifié. C'était un chat de palace. Rien à voir donc avec une jeune panthère. Jusqu'alors, on avait pu observer des chats de palace dans plusieurs régions d'Asie centrale. Mais personne ne se doutait qu'il y en avait au Népal, surtout à une altitude aussi élevée. Physiquement, le chat de palace est un félin plutôt étrange. À peu près aussi gros que notre chat, il est revêtu d'une fourrure très dense. À cause de ses pattes courtes, il ne court pas très vite. En revanche, ses oreilles basses et son pelage gris lui permettent de passer inaperçu au milieu des rochers. Grâce à ce camouflage parfaitement adapté, il peut guetter ses proies en toute discrétion. Poussés par leur instinct, les félins ont tendance à quitter leur lieu de naissance pour partir à la conquête de nouveaux territoires. C'est pour cette raison qu'on les trouve même dans les zones les plus reculées de la planète. Le chat de palace en est une parfaite illustration. Au coin du feu ou dans la toundra gelée. Du toit de nos maisons jusqu'au toit du monde. Les félins établissent leur domaine dans les endroits les plus inattendus. Ceux qui ont essayé de laver leur chat savent qu'il déteste être mouillé. Il est tout à fait capable de se nettoyer seul. Et lui donner un bain doit relever de l'exceptionnel. D'après les spécialistes, les chats n'aiment pas l'humidité parce que leurs ancêtres vivaient dans des déserts où il ne pleuvait presque jamais. Pourtant, dans les marais du Sri Lanka, se trouve un félin qui n'hésite pas à se jeter à l'eau. Le chat pêcheur. Aux yeux de la biologiste Anya Ratanayaka, cet animal est aussi fascinant qu'un grand fauve. La première fois que j'ai vu un chat pêcheur, j'ai été complètement bluffée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Généralement, tout le monde ne vous parle que des grands fauves. Quand j'ai rencontré ce félin, j'ai eu l'impression de découvrir un secret qu'on avait voulu me cacher. Je me suis dit, laisse tomber les léopards. Concentre-toi plutôt sur cet animal. Anya commence alors à traquer les chats pêcheurs dans les marais autour de Colombo, la capitale sri-lankaise. On les trouve dans les zones humides. Ils ont besoin de vivre près d'un plan d'eau. Ici, c'est l'habitat idéal pour eux. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup de végétation et très peu d'activité humaine. C'est parfait. Dans la région, qui dit poisson dit chat pêcheur. Anya suit à la trace un spécimen muni d'un collier émetteur.
Grâce au GPS, je peux suivre tous ses déplacements. Il est déjà allé sur cette île plusieurs fois. Et d'après ce que je vois, il doit y être en ce moment même. On va le vérifier. Les chats pêcheurs sont difficiles à pister. Ce sont de très bons nageurs et ils occupent généralement de vastes territoires. Plus de 20 km² pour le mâle. D'après le GPS, il est sur l'île. Il a dû traverser le cours d'eau pour y arriver. Vous voyez là-bas, cette zone du rivage où la végétation est aplatie. C'est là que passent les chats pêcheurs et les porcs-épics. L'île est sillonnée de chemins comme celui-ci. Les animaux qui traversent passent tout le temps par ici. C'est pour ça que l'herbe est écrasée. Le cours d'eau entre les deux îles fait 8 mètres de large. Et le chat l'a traversé à la nage. Cela dit, on a déjà vu grâce à notre GPS qu'il était capable de faire encore mieux. Voici le félin qui occupe les journées d'Anya, le chat pêcheur. Plutôt trapu, il fait à peu près la taille d'un épagnol. Les 3/4 de son régime alimentaire se composent de poissons et de crustacés. Il est capable d'attraper ses proies dans l'eau boueuse sans même les voir, en se servant de ses moustaches. Une technique utilisée aussi par le chat domestique. Le chat a une excellente vision de loin. Mais à moins de 30 cm de son museau, tout lui apparaît flou. C'est grâce à ses moustaches qu'il peut donner le coup de dent fatal. Au moment de l'assaut, elle se tourne vers l'avant pour cerner sa proie. Ses fines antennes ultrasensibles lui permettent alors de déterminer la position exacte de sa victime. Le chat pêcheur procède de la même manière, mais sous l'eau. En immergeant ses moustaches, il détecte les minuscules courants créés par le passage des poissons. En un éclair, il s'empare de ses proies sans même les avoir vues. C'est l'un des secrets de cet étonnant félin. On croit souvent que les félins n'aiment pas l'eau. Or, le chat pêcheur s'est parfaitement adapté à un mode de vie semi-aquatique. Dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, on trouve un grand fauve qui n'a pas peur de se mouiller non plus. Le jaguar. Avec un poids maximal d'une centaine de kilos, c'est le plus gros félin du continent américain. Et c'est aussi un excellent nageur. Ce super prédateur est capable de traverser un cours d'eau de plusieurs centaines de mètres de large. En captivité, on peut le voir plonger pour aller chercher de la nourriture. Il est capable de retenir son souffle pendant une trentaine de secondes. Dans son milieu naturel, il utilise ses talents de nageur pour chasser tortues et poissons. C'est sans doute le fauve le plus à l'aise dans l'eau. Si quelques félins ont adopté un mode de vie semi-aquatique, pour les autres, l'humidité leur pose souvent un problème. Comme ses cousins sauvages, le chat marque son territoire avec son odeur. Ainsi, il prévient ses congénères de sa présence et leur fait savoir, par exemple, qu'il cherche un partenaire.
Mais dans une jungle où les averses sont fréquentes, les marques odorantes sont sans cesse effacées. Trouver l'âme sœur dans ces conditions peut s'avérer difficile. Au Costa Rica, un refuge pour félins en détresse s'occupe de les réintroduire dans la nature. Il y a un an, Dexter Lewis Miller y a recueilli un Oslo orphelin. Il l'a baptisé Namu. Ce sont des gens de la région qui l'ont amené au refuge. Il devait avoir 1 ou 2 semaines. Il était vraiment tout petit. On est très proches, lui et moi. On passe beaucoup de temps ensemble, pratiquement tous les jours. Je suis comme un père adoptif pour lui. Allez, viens. Régulièrement, Dexter Lewis emmène Namu se promener pour qu'il s'habitue au bruit et aux odeurs de la forêt. L'Oslo a élu domicile en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, des centaines de milliers de spécimens ont été décimés pour leur fourrure. Aujourd'hui, l'espèce est protégée dans la majeure partie de son habitat naturel. L'Oslo se nourrit de toutes sortes de petits mammifères qu'il trouve dans la jungle. Namu apprend vite. Âgé d'1 an, il ne devrait pas tarder à chercher une compagne. Cela explique qu'il dégage déjà une forte odeur. Les Oslos sentent vraiment très fort. Ils urinent partout. Ces marques odorantes contiennent de puissantes phéromones, des molécules qui attirent le sexe opposé. Namu doit apprendre à les repérer et à les identifier s'il veut pouvoir se reproduire un jour. Dexter Lewis s'apprête à tester l'odorat de son protégé. Sa méthode est très étonnante. Aujourd'hui, je vais utiliser 3 parfums de marques différentes. On va voir lequel il préfère. Certains parfums contiennent eux aussi des phéromones. Et les Oslos ont la réputation de les confondre souvent avec l'odeur d'un partenaire potentiel. Les chercheurs utilisent donc du parfum pour attirer ces petits félins près de leur caméra. Ce moyen efficace et inoffensif permet de les observer dans leur milieu naturel. Namu va-t-il se montrer sensible à ces phéromones artificiels ? Le premier parfum semble le laisser indifférent. Mais visiblement, le deuxième lui plaît beaucoup. Il a préféré le parfum que j'ai pulvérisé sur le deuxième rondin. Pour détecter les phéromones, le félin ne se contente pas de renifler. Avec sa langue, il amène les particules odorantes jusqu'à un capteur sensoriel situé à l'intérieur de sa bouche, l'organe de Jacobson.
De la même manière, quand un chat mâle repère l'odeur d'une femelle, il ouvre la gueule comme pour goûter l'air. Ce comportement permet d'affiner les informations reçues par l'intermédiaire de l'odorat. Une fois que Namu sera relâché dans la nature, il devrait ainsi pouvoir trouver la compagne de ses rêves. Poussés par leur instinct, les cousins sauvages de notre chat ont étendu leur territoire jusqu'aux confins du monde. Ils ont dû s'adapter et ajuster leur régime alimentaire à leur nouvel environnement. Les félins ont des goûts bien spécifiques en matière de nourriture. La plupart sont exclusivement carnivores. Leur estomac ne tolère que la chair animale. À la suite d'une mutation génétique au cours de leur évolution, ils ont aussi perdu leur habilité à distinguer la saveur sucrée. C'est pour cette raison que le chat ne montre aucun intérêt pour les fruits ou les baies. Pour survivre dans la nature, un carnivore doit être un prédateur hors pair. Les félins ne se contentent pas de chasser les mammifères, les poissons ou les oiseaux. Au Sri Lanka, on peut croiser la route d'un poids-plume à l'alimentation surprenante. Le chat rubigineux. C'est un tout petit représentant de la famille des félins. Son poids moyen atteint à peine plus d'1 kilo. Chandika Jayaratne est un des rares biologistes à se pencher sur son cas. À première vue, il ressemble à un petit chat domestique. Mais en fait, ce serait plutôt un minuscule léopard. À sa naissance, il ne pèse pas plus lourd qu'un œuf de poule. C'est vous dire s'il est petit. Très vif et doué d'un excellent camouflage, ce félin est particulièrement docile à observer. J'en ai aperçu plusieurs dans la nature, mais toujours au mauvais moment. Soit je n'avais pas d'appareil photo, soit les batteries de ma caméra étaient vides. Son petit gabarit est trompeur. Toute proportion gardée, ses mâchoires seraient aussi puissantes que celles d'un tigre. Et son régime alimentaire est surprenant. On peut s'étonner de voir un félin manger des insectes. Mais finalement, ils sont faciles à attraper et ne risquent pas de riposter. Et puis surtout, ils sont très riches en protéines. Rares sont les félins qui mangent des insectes, même si c'est parfois le cas du chat. Grâce à cette alimentation singulière, le chat rubigineux parvient à survivre dans la jungle malgré sa très petite taille. Un autre félin joue les originaux quand il s'agit de se nourrir. Le jaguarondi a établi son domaine en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il a la particularité de compléter son régime de carnivore avec des fruits tombés à terre. On ignore comment il a développé ce goût pour le sucré,
mais cela lui permet de ne pas mourir de faim quand les petits mammifères viennent à manquer. Il est l'un des rares félins qui mange autre chose que de la chair animale. Un de ses cousins a dû adapter son alimentation à un habitat exceptionnellement hostile, le désert. Voici l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète. On y trouve pourtant un petit félin étonnant. Le chat des sables. Il est un peu plus petit qu'un chat domestique et le dessous de ses pattes est pourvu d'une épaisse couche de poils qui lui évite de se brûler les coussinets. On dit qu'il peut survivre sans eau encore plus longtemps qu'un dromadaire, grâce à une habitude quelque peu sinistre. Comme un petit vampire, le chat des sables boit le sang de ses victimes. C'est sa façon d'étancher sa soif dans un environnement où l'eau manque cruellement. Son repas préféré est un petit rongeur du désert appelé la gerboise. Mais c'est une proie difficile à attraper, car grâce à ses pattes arrière démesurées, elle peut effectuer des bonds de plusieurs mètres pour échapper à son poursuivant. Le chat des sables illustre bien comment les félins ont su s'adapter aux environnements les moins accueillants. Finalement, leur habitat le plus surprenant n'est peut-être pas le désert ni la forêt tropicale, mais plutôt la jungle urbaine. Depuis toujours, nos jardins, nos parcs et nos trottoirs sont le domaine réservé du chat domestique. Les grands fauves, quant à eux, préfèrent les terres sauvages. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Ce chat domestique américain a eu la surprise de se retrouver face à un cousin d'une centaine de kilos, un puma. Aux États-Unis, on en rencontre de plus en plus aux abords des villes. Le plus célèbre d'entre eux a été photographié dans la banlieue de Los Angeles, devant le fameux panneau d'Hollywood. Mais comment un super prédateur peut-il survivre dans un environnement urbain? Le biologiste Jeff Sikich étudie le puma, qu'on appelle aussi cougar ou lion des montagnes. Je suis fasciné par le paysage urbain et par le fait qu'on y trouve un si gros carnivore. C'est le dernier grand prédateur qui survive encore dans nos montagnes, juste à côté de l'agglomération de Los Angeles. Dans le cadre de ses recherches, il suit plusieurs spécimens munis de colliers émetteurs. Voici les pumas que nous pistons dans les monts Santa Monica et leurs environs.
Dans cette région, on a une dizaine de fauves équipés d'un collier. C'est formidable de pouvoir observer leur déplacement dans une zone si vaste. Grâce à son GPS, Jeff a repéré une femelle qui reste dans le même secteur depuis quelque temps. Le biologiste pense savoir pourquoi. On voit ici que ces déplacements se concentrent autour du même endroit depuis 1 jour et demi. Je crois qu'elle a dû attraper une proie. On va aller faire un tour là-bas pour essayer de voir quel animal elle a tué. Le puma n'est pas très exigeant en matière de nourriture. Petits mammifères ou grands cervidés, tous lui conviennent. Il chasse en embuscade, c'est-à-dire qu'il s'approche le plus possible de sa proie, idéalement à 10 ou 15 mètres, avant de lui sauter dessus. C'est plus un sprinter qu'un coureur de fond. Il est extrêmement rapide. Généralement, il bondit sur sa victime par derrière et l'agrippe avec ses griffes acérées. C'est un félin très musclé et très puissant. Le signal du collier émetteur a mené le biologiste jusqu'à une zone montagneuse tout près d'une autoroute. C'est un territoire surprenant pour un super prédateur. Mais Jeff ne tarde pas à trouver des preuves du passage de la femelle. Il y a une trace d'urine toute fraîche, juste là. On a aussi une empreinte et une touffe de poils. L'odeur est très forte. Elle ne doit pas être loin. Les pumas ont pour habitude de cacher la carcasse de leur victime pour pouvoir la dévorer sur plusieurs jours. Pour Jeff, c'est comme un gigantesque jeu de piste. C'est bien ça. Elle a réussi à attraper une biche adulte. Elle l'a tuée à presque 100 mètres d'ici et l'a traînée jusqu'à cette cachette. Elle l'a dissimulée comme elle a pu pour éviter les charognards. C'est un comportement typique des pumas qu'on trouve dans la région. Pour tenter de filmer des images de ce félin très discret, Jeff installe une caméra de surveillance braquée sur le cadavre de la biche. Le puma n'est pas le seul félin sauvage à s'être installé dans la région. Dans la banlieue de Los Angeles, plusieurs confrères de Jeff sont sur la piste du lynx roux, un petit cousin du lynx du Canada. La biologiste Joanne Moriarty en a capturé un jeune pour vérifier son état de santé. Il y a beaucoup de lynx roux aux abords des villes. On en rencontre dans les jardins, près des immeubles, sur les terrains de sport ou les cours de golf. On a même trouvé 1 ou 2 tanières creusées sous des pavillons. À l'aide d'une sarbacane, Joanne anesthésie le félin. Une fois qu'on s'est assuré que l'animal est en bonne santé, on l'examine de plus près.
On mesure la taille de ses pattes et de son corps, son tour de cou et son périmètre crânien, et on inspecte ses dents. De cette manière, on peut le comparer aux autres et établir des moyennes. Ce spécimen est une femelle d'environ 6 mois. À cet âge-là, elle a déjà quitté sa mère pour vivre en solitaire. Le lynx roux chasse en embuscade. Il se tapit dans un coin et attend qu'une proie passe à sa portée. Elle fait un poids normal, un peu plus de 4 kilos. Apparemment, les collines de Los Angeles lui fournissent tous les petits mammifères dont elle a besoin. Cela fait plus de 20 ans que les chercheurs étudient le lynx roux dans la région, et d'après eux, l'animal s'est parfaitement adapté au milieu urbain. Cette jeune femelle se porte comme un charme. Elle pèse un bon poids et a l'air en pleine forme. La plupart des lynx examinés sont en bonne santé et rares sont ceux qui se font écraser sur les routes. A priori, cette jeune femelle a un bel avenir devant elle. Elle s'est bien remise de son anesthésie. Et quand on l'a relâchée, elle a détalé dans les buissons. Je ne me fais aucun souci pour elle. Retour sur le territoire des pumas, où Jeff visionne les images filmées par sa caméra de surveillance. Et voilà, je vous présente la femelle P39. Elle est revenue sur les lieux du crime, vers 19h. Le grand félin semble bien se porter. Visiblement, les proies ne manquent pas dans les environs. C'est super. On voit bien comment elle s'y prend pour arracher la chair sur les os. Elle a les dents idéales pour déchiqueter la viande. C'est en 2012 qu'on a observé des pumas pour la première fois dans les collines d'Hollywood. Les recherches de Jeff doivent établir comment ce nouvel environnement urbain modifie leur comportement. Il a déjà pu constater qu'ils occupent des territoires plus restreints qu'en pleine nature. D'autre part, trouver un compagnon peut s'avérer dangereux pour eux, car cela nécessite souvent de traverser de larges autoroutes. Alors que le développement des villes réduit peu à peu l'habitat naturel des félins, le puma est amené à se rapprocher de ses voisins humains, même s'il reste extrêmement discret. C'est fou. Des millions de visiteurs viennent se balader chaque année dans les monts Santa Monica. Et puis il y a les autoroutes et les grands ensembles immobiliers. Et malgré ça, personne ne voit jamais de pumas. Même nous, les chercheurs qui les suivons à la trace grâce au GPS, on ne les croise jamais. Les félins sont de véritables champions de l'adaptation. Le destin du puma en est la parfaite illustration. Alors qu'il vivait déjà dans des habitats naturels très variés, il s'épanouit maintenant dans le paysage urbain qui est le nôtre. C'est sans doute un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le grand livre de l'évolution des félins.